Madame, Monsieur, bonsoir et merci de me retrouver sur ce plateau spécial. C'est un consensus aujourd'hui légiféré issu de la conférence nationale et cela fait 15 ans que sa mise en œuvre s'opère au Bénin. Des choses ont été faites, d'autres sans doute en cours. La décentralisation, puisque c'est le thème de cette émission, telle que engagée au Bénin, satisfait-elle les administrés à divers niveaux? Les fruits ont-ils tenu les promesses des fleurs et sommes-nous finalement sur le bon chemin? Pour en parler, nous avons sur ce plateau les acteurs chargés de son opérationnalisation. En amont, Monsieur Abbas Olo Soumaré, vous êtes le directeur général des collectivités locales. Bonsoir et merci d'être sur ce plateau. Bonsoir, madame. En aval, juste à côté de vous, Monsieur Luc Atropo, vous avez une double casquette sur ce plateau. Vous êtes à la fois le président de l'Association nationale des communes du Bénin et maire de Boycon. Monsieur le maire, bonsoir. Bonsoir, madame. Et enfin, quel est le regard que porte à cette étape de l'exécution de ce vaste chantier l'observateur averti, journaliste spécialiste des questions de décentralisation, Franck Kinivo? Bonsoir. Bonsoir, chers consoeurs. Et merci de partager ces 52 minutes d'émission avec nous. C'est un plaisir partagé. Et ma première question s'adresse à vous. Quel est le bilan que vous pouvez, en tant qu'observateur éclairé, dresser de ce vaste chantier enclenché depuis 2003? Merci. Ce n'est pas facile de prendre la parole alors qu'il y a un maire qui a traversé les 3 mandatures, le président de la NCB et le directeur général des collectivités locales en face de moi. Mais je vais dire dans un premier temps que même si le bilan semble mitigé, il y a des motifs de satisfaction et les perspectives sont très bonnes. Premièrement, je vais dire ce qui est bon. Et ensuite, on pourra discuter sur ce qui n'a pas les marché. Défis, ce qu'il faut améliorer. D'abord, vous savez, lorsqu'on a installé les 77 communes, on les a installées à la place des 77 sous-préfectures et circonscriptions urbaines, de sorte que les maires ont commencé par travailler dès leur installation, contrairement à beaucoup de pays où ils ont créé beaucoup de collectivités territoriales et les maires étaient obligés de commencer dans des magasins, sous des arbres et autres. Donc, des abris précaires, en fait. Oui, c'est dire que nous avons conçu une décentralisation réfléchie et responsable qui n'a pas créé beaucoup de collectivités territoriales. Nous n'en avons que 77 et les 77 sont encadrés par une déconcentration effective de 12 départements. Là, c'est la première chose qu'il faut saluer. Et nous avons aussi donné des compétences pertinentes aux collectivités territoriales en vertu du principe de subsidiarité, de sorte que les compétences qu'on a données aux collectivités territoriales leur permettent de régler les problèmes là où ils se posent. Donc, à la base, c'est des compétences qui sont liées à des problèmes quotidiens des populations à la base. Deuxièmement, nous avons observé un bon fonctionnement des organes des collectivités territoriales. Le maire et ses adjoints se réunissent régulièrement. Le conseil communal tient ces 4 sessions ordinaires et beaucoup de sessions extraordinaires dans presque toutes les communes, les commissions permanentes, les commissions ad hoc, les arrondissements, tout ça là fonctionne. Et nous avons observé aussi que le développement a été planifié dans la plupart des 77 communes. Cotonou, qui était à la traîne, vient d'élaborer son plan de développement communal deuxième génération. Nous avons observé aussi qu'il y a eu des infrastructures qui ont été réalisées dans les 77 communes, c'est-à-dire le fait de donner l'autonomie financière, le fait de donner la personnalité juridique à ces 77 localités a permis aux autorités locales de réfléchir sur les problèmes de ces localités et donc de s'engager dans des actions qui ont permis, un tant soit peu, d'ériger des infrastructures, de s'occuper des pistes rurales, de travailler avec le gouvernement sur un certain nombre de défis de cette Il y a donc pas mal d'acquis.
il y a des acquis. Maintenant, deux choses me paraissent comme des défis en réalité. C'est que premièrement... Nous allons parler d'abord du bilan positif, des acquis de ce qui a marché. Monsieur Luc Atropo, qu'est-ce que vous pouvez nous apporter en complément de ce bilan positif dressé par Franck Kénévon? Oui, merci. Je voudrais remercier les téléspectateurs et puis remercier les élus, vous me permettez de le faire, municipaux, communaux et locaux. Parce que la décentralisation, somme toute, c'est pour le bien-être. Exactement, c'est les acteurs, c'est entre autres les acteurs. Et comme l'a dit M. Franck, je pense que quand il s'agit de bilan, il y a forcément du positif, il y a aussi, je ne dirais pas du négatif, mais il y a des limites dont nous parlerons certainement sur ce plateau. C'est clair que nous avons commencé il y a 15 ans et que du début à maintenant, il y a beaucoup d'évolution. Au début, il y avait beaucoup de tâtonnements. Il y avait que les acteurs, que sont les élus, n'étaient pas très bien imprégnés des tests de la décentralisation, alors que ça devrait être notre brevière. Et il a fallu beaucoup de formation pour que nous puissions, autant que nous sommes, nous mettre au pas. Ça n'a pas été facile. Vous savez très bien que les tests exigeaient simplement qu'on sache lire et écrire le français pour être élu et pour être maire. On n'exigeait pas un gros diplôme, a priori, non? Pas du tout. Il n'y a pas de gros diplôme exigé. Donc, à l'épreuve, ce n'était pas aussi banal que ça, ce n'était pas aussi facile que ça. Et il a fallu travailler, il a fallu informer, il a fallu former. Et cette étape-là est passée. Même si on ne sait jamais de former, que les formations continuent. Comme l'a dit Franck, aujourd'hui, les 77 communes fonctionnent. C'est une très bonne chose. Les 67 communes Clopin fonctionnent. Vous voyez. Nous avons beaucoup avancé. C'était des communes qui étaient isolées. Aujourd'hui, la notion d'intercommunalité est intervenue. Ça n'a pas des avancées de la décentralisation. Aujourd'hui, les établissements publics à caractère intercommunal, les EPCI, existent au niveau de nos départements. Aujourd'hui, il faut se baser sur des documents de planification assez clairs pour travailler. Il faut un PDC, il faut un PAI, il faut un PTA, il faut des plans sectoriels. Et au début, ce n'était pas du tout évident. Et plus on avance, plus on évolue, plus les exigences sont là. Je pense que c'est à saluer. Aujourd'hui, l'élu de plus en plus prend conscience du rôle qu'il doit jouer. L'élu de plus en plus prend conscience du fait que l'approche doit être participative. L'élu de plus en plus prend conscience du fait que la veille citoyenne est une obligation et devrait même travailler à aider l'élu, alors qu'au début, il y avait une certaine réticence quand il s'agissait de la veille citoyenne. Bref, je pense qu'il y a eu des avancées que nous devons saluer, même si il faut, en toute honnêteté, faire un diagnostic sans complaisance et constater qu'il y a des limites dont nous parlerons certainement. Alors globalement pour vous, Luc Atropo, le bilan, est-ce qu'il est mitigé comme l'a dit Franck Kénévon? Le bilan est positif, mais je précise qu'il y a des limites. Il est globalement positif. Il est globalement positif. Il y a des limites dont nous parlerons tout à l'heure. Il n'y a pas d'œuvre humaine parfaite. Voilà, il n'y a pas d'œuvre humaine parfaite. Il y a encore beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à régler, mais je pense que en 15 ans de décentralisation, et quand vous faites un peu le tour de la sous-région, vous constatez qu'il y a des pays qui ont commencé avant nous et qui ne sont pas aussi avancés et qui viennent prendre beaucoup d'outils aujourd'hui au Bénin. Et ça, je pense que c'est une fierté pour le Bénin. D'accord. Alors, Abbas Olu-Tchoumaré, quand on regarde un peu autour de nous, et si on doit comparer le Bénin par rapport à d'autres pays, est-ce que réellement la décentralisation, le processus de la décentralisation en cours au Bénin a apporté une certaine plus-value au niveau des collectivités territoriales? Oui, merci madame et merci de nous inviter donc à prendre place autour des deux autres invités pour aborder la question donc, du bilan de la décentralisation depuis 15 ans chez nous. Et comme vous l'avez si bien entendu de la part donc du maire et de mon frère et ami Franck, le bilan d'abord pour ce qui concerne notre pays est assez positif.
Le bilan est parlant de lui-même et vous voudrez bien, avant de me permettre donc d'aborder quelques aspects quand même que je trouve importants, avant de revenir sur votre question. Et en termes d'avancée, il faut préciser que depuis que les communes sont en place, il y a également des documents de politique nationale qui sont mis en œuvre pour accompagner le fonctionnement des communes. Je voudrais citer ici la PONADEC, qui est la politique non nationale de décentralisation et de déconcentration. Il y a le PNDF, la politique nationale de développement des espaces frontaliers. Il y a la DEPONAT également, qui est la déclaration de politique nationale d'aménagement du territoire, qui concourt un peu dans le cadre donc, de ce dispositif institutionnel mis en place pour accompagner les communes à faire en sorte que le développement au niveau donc, de nos territoires puisse être une réalité. À cela, je voudrais ajouter que l'État fait ce qu'il doit pouvoir faire quand même pour accompagner les communes. Ce n'est pas peu, mais l'État fait beaucoup. On me demandera qu'est-ce que l'État fait. L'État accompagne les communes, l'État a pu mettre en place un mécanisme que j'appelle ici, que nous appelons le FADEC, à travers le secrétariat permanent de la CONAFIL, qui accompagne les communes. C'est au titre de 2018, par exemple, plus de 45 milliards, un peu aussi bien pour ce qui concerne le FADEC affecté, le FADEC non affecté, qui vont être mis à la disposition donc, des communes, toujours dans le cadre de la promotion du développement à la base. C'est également que l'État a mis en place aujourd'hui, depuis quelque temps, un centre de formation pour renforcer les capacités des élus et du personnel de l'administration communale. Vous voyez un peu, et c'est bien vrai que dans la sous-région, il y a des innovations allant dans ce sens. Le maire l'a dit tout à l'heure. Beaucoup de pays sont venus apprendre chez nous, mais lorsque nous jetons un regard critique sur l'évolution du processus dans la sous-région et au Bénin, nous pouvons être fiers de ce que quand même le Bénin sort la tête. Nous avons l'occasion de nous rencontrer au niveau régional avec nos collègues directeurs généraux. Lorsque nous échangeons, lorsque nous faisons le point, j'avoue que les gens nous admirent. Et cette fierté, moi, je ressens cette fierté jusqu'au plus profond de moi. Et ça m'amène quand même à croire en ce que nous faisons et inviter davantage les élus à persévérer donc dans le sens de la promotion du développement et la bonne gouvernance des collectivités. Très bien. Le bilan semble alors globalement positif. Franck Kinivoy, il n'en demeure pas moins que vous l'avez dit à l'entame de cette émission, il est mitigé. En quoi l'est-il? Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu beaucoup d'avancées, il y a eu des efforts. Mais si je regarde un peu le cadre institutionnel de la décentralisation, si je regarde la qualité des tests de la décentralisation au Bénin, si je regarde l'ampleur des compétences des collectivités territoriales, c'est vrai que le gouvernement ne transfère pas assez les ressources, mais de 2008 à 2016, c'est quand même près de 200 milliards qui ont été transférés. C'est vrai que c'est en deçà des 15% recommandés par l'UEMOA. Nous sommes autour de 3,4%. Mais c'est quand même loin du compte. Moins de 5%. Mais si je regarde tout ce cadre d'accompagnement dont le directeur général a parlé, les fonds FADEC, la PONADEC, le travail des partenaires techniques et financiers, je me dis qu'on peut avoir des résultats plus satisfaisants. C'est-à-dire, d'abord, j'ai observé une politisation à outrance au niveau des collectivités territoriales. Avant même l'élection, je me rappelle bien, en 2002-2003, la Sénat qui a conduit les élections locales avait tellement péché qu'il y avait des gens qui n'étaient pas élus, avaient été proclamés élus. Il y avait une politisation terrible de ce processus et jusqu'à ce jour, la décentralisation ne s'est pas remise de cette politisation. Vous voyez aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'institutions, il y a beaucoup d'incompréhension au niveau des collectivités territoriales. Donc, la politisation a été un problème majeur. Deuxièmement, vous prenez... vous pensez qu'il faut séparer le développement local? C'est-à-dire, lorsque vous êtes au niveau local et que vous allez en compétition, on peut avoir des divergences, on peut avoir des débats de fond, on peut avoir des débats partisans, mais quand les élections finissent, il faut que le maire qui est dégagé puisse être un rassembleur, puisse être un maire qui écoute la minorité
d'opposition, mais qui enrichit donc les propositions de la majorité locale, communale ou municipale, des propositions de sorte que personne ne se sente exclu du G. Maintenant, ce n'est pas seulement la politisation. Il y a un problème de compréhension des enjeux de la décentralisation. Le maire l'a dit tantôt, lorsqu'un homme d'affaires ne gagne pas les marchés au niveau de la commune, il met des ressources à la disposition des conseillers pour déstabiliser le pouvoir local, pour destituer le maire, etc. Donc, ça m'amène au second point, que les différents acteurs ne comprennent pas leur rôle et ne le jouent pas convenablement. L'État qui doit renforcer le cadre, qui doit appuyer et conseiller les collectivités territoriales, qui doit transférer les compétences et les ressources. L'État n'a pas joué convenablement son rôle. L'État n'a pas permis aux collectivités territoriales d'avoir la ressource humaine. On a parlé depuis 2003 de la ressource financière, mais il y a des fonctionnaires qui sont oisifs au niveau de l'État central qui pourraient être utilisés au niveau des collectivités territoriales. La CONAFIL a dénoncé il y a quelques mois l'inadéquation entre les profils et les postes occupés au niveau d'une trentaine ou quarantaine de communes. Ça, il n'y a donc pas de cadre... Pas dans toutes les communes, puisque les communes ont hérité des personnels des circonscriptions qui généralement n'ont pas c'est des vendeuses, c'est des personnes qui servent dans les maisons du peuple, c'est des agents d'exécution. Oh, ici on parle le CEP, le BPC. Voilà, ici on parle de développement, donc il faut des cadres de haut niveau de conception, les services de planification, les services financiers, les services techniques. Il faut un type de personnel. L'État recrute plusieurs dizaines de milliers chaque année. Avec 500 ou 1000 recrutements, l'État peut déjà aider les 77 communes à avoir la ressource humaine de qualité. Bon, on ne va pas s'appesantir sur l'État parce que... En l'État, l'exécutif ne le fait pas du tout, c'est ça? Non, l'exécutif l'a fait au début avec une quarantaine de personnes recrutées devant servir de secrétaire général au niveau des communes. Les maires n'ont pas toujours pris sur cette liste-là, mais des communes ont utilisé cela. Mais je dis que l'État, c'est-à-dire pour finir avec ce volet-là, puisqu'il y a beaucoup d'autres éléments à aborder, je voudrais dire que l'État ne doit pas percevoir les collectivités territoriales comme des adversaires. Non, c'est des partenaires qui... Est-ce que c'est le cas actuellement? C'est le cas? Non, vous savez, tous les gouvernements qui se sont succédés, je vais commencer par le général Mathieu Kérékou, qui a permis au Bénin d'aller aux élections locales. Ça n'a pas été facile. Les transferts, il y a eu beaucoup de bagarres entre les présidents de la NCB, les maires, l'opinion publique et le pouvoir central. Mais jusqu'à ce jour, j'ai suivi la dernière fois, ce n'est pas sur votre chaîne, je crois, le ministre des enseignements maternels et primaires aller vérifier l'évolution des chantiers de construction de salles de classe. C'est ridicule. Le maire de Zé, puisque je crois qu'il était dans la commune de Zé, oui, je crois. Mais le maire de Zé est un représentant de l'État. Le maire, il n'est pas un adversaire de l'État. La loi dit qu'il est un représentant de l'État. Il lui revenait normalement de le faire. Et la loi dit que c'est de la compétence de la commune de construire, d'équiper et d'entretenir les salles de classe. Alors, qu'est-ce qu'un ministre va faire dans ce domaine? Quelle que soit l'origine des fonds, je crois que le ministre définit les normes. Le ministre supervise. Le ministre n'exécute pas. Parce que nous avons parlé tantôt du principe de subsidiarité. Mais je ne veux pas m'éterniser sur l'État. Mais je voudrais qu'on passe en revue les autres acteurs. Il y a aussi les élus locaux qui n'ont pas joué convenablement. Mais puisque vous avez un tout petit peu, si je puis me le permettre, épinglé Abbas Oloutoumaré, nous le savons tous, la décentralisation, c'est la gestion des affaires
à la base. Alors, comment expliquer cette irruption par moment de l'État dans cette gestion? Merci, madame. Vous savez, depuis bientôt 16 ans où nous sommes engagés dans ce processus, nous l'avons évoqué tout à l'heure, il y a eu des avancées, il y a eu aussi des écueils. Et peut-être ce que mon ami a tenté de dire, on pourrait relever ça parmi les écueils. Mais les choses ne sont pas aussi... Vous êtes d'avis? Non, bon, pas entièrement. Je ne suis pas totalement d'avis de ce qu'il dit. Ce n'est pas exactement comme ça que les choses se passent. L'exemple qu'il donne, par exemple, l'exemple qu'il donne là, j'allais dire tantôt, vous savez, dans le processus de transfert des compétences, il y a des mécanismes pour aller à ce propos, pour transférer la compétence. Il y a des outils également qui avaient été prévus, les plans 2D, ce que nous appelons les plans de décentralisation, déconcentration, que chaque ministère doit élaborer. Et c'est à travers donc, ce processus que de manière progressive, les transferts des ressources doivent suivre les compétences qui sont déjà transférées par la loi. Mais malheureusement, ces outils ne sont pas opérationnalisés à ce jour. Et l'actuel gouvernement a eu le mérite, depuis le séminaire gouvernemental du dernier trimestre de l'année 2017, dont les décisions ont été réaffirmées à travers donc, le Conseil des ministres du 22 novembre, d'instruire le ministre de la décentralisation à prendre ses responsabilités en lien avec ses collègues pour que l'effectivité donc, de ces plans-là soit une réalité avant la fin de l'année 2018. Je vous avoue que nous travaillons d'arrache-pied. Et aussi avec les partenaires au développement, les PTF qui nous accompagnent, il y a des dialogues périodiques qui s'organisent sous l'autorité du ministre d'État. Donc c'est vous dire là un peu l'engagement, le niveau d'engagement du gouvernement pour rendre effectif tout ce qui concerne le processus de décentralisation, les outils qui à ce jour n'ont pas encore été opérationnalisés. Deuxièmement, dans le processus de l'exécution de certaines missions ou compétences qui relèvent de la loi au niveau des collectivités locales aujourd'hui et que le gouvernement continue d'exercer, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Tant que le processus de transfert tel que prévu par les tests à travers ce plan 2D là n'aurait pas été une réalité, ce serait difficile. Mais nous travaillons en lien avec tous les autres ministères pour que cela soit une réalité. Mais le gouvernement, vous savez, un gouvernement qui vient au pouvoir, il a un programme d'action. Et dans le cadre de ce programme d'action, le chef de l'État, ayant constaté aussi un peu le niveau... Laissez-moi finir avec mon... Ayant constaté sur le terrain qu'il y a tellement de choses à faire. Il y a des localités où le ratio écolier peut-être, et module de classe, ce n'est pas du tout dans les normes. Il faut aller vite. Le chef de l'État a prévu dans son PAG la construction d'un certain nombre de salles de classe, indépendamment de ce que également les communes doivent réaliser. Et le gouvernement continue toujours à travers le mécanisme de financement des communes, donc le fonds FADEC, de transférer les ressources toujours qui doivent servir à l'investissement, à la réalisation de ces infrastructures. Qu'un ministre aille sur le terrain et qu'il ait la bienveillance d'aller visiter un module de classe, de 3 classes ou de combien de salles de classe il ne s'est conçu, ce n'est pas une mauvaise chose. Encore que si c'est un ministre des enseignements maternels et primaires, ça relève de ses compétences. Même si c'est la commune qui a réalisé et que le ministre est de passage, qu'il aille voir la qualité du bâtiment construit. Dans un bâtiment dans lequel nos enfants doivent rester pour apprendre le savoir, ce n'est pas une mauvaise chose. Ça, c'est important. Il voudrait également dire qu'entre les communes et l'État, il n'y a jamais d'adversité. C'est l'État qui a construit, qui a décidé de la création des collectivités locales. C'est l'État qui a décidé de transférer une série de compétences, de mettre les mécanismes de contrôle pour encadrer le fonctionnement des collectivités locales. Donc, comme on le dit souvent chez nous, dans nos jargons, comme on le dit, les oreilles aussi ne sauraient jamais dépasser la tête. Donc, l'État joue sa partition, l'État accompagne les collectivités locales, et ce n'est qu'une dynamique. Vous voyez un peu, nous avons rappelé... Donc ça va être finalement progressif. Ça va aller d'ici la fin de l'année. Je suis sûr que si nous avons l'occasion de nous retrouver d'ici la fin de l'année pour parler des questions de décentralisation, de faire un bilan de 2018 sur ce qui a été fait au profit des collectivités locales, vous verrez que tout ce que je suis en train de vous dire va être effectif. Alors, Monsieur Luc Atropo, en tant que maire, est-ce que vous remarquez dans votre gestion au quotidien que la mairie est perçue comme, la commune, j'allais dire, est perçue comme un adversaire de l'État? Est-ce que c'est le sentiment que vous avez? Merci. Je voudrais préciser que la commune est tout sauf un État dans un État. La commune, c'est un démembrement de l'État.
Et au Bénin, nous avons opté pour une certaine forme de décentralisation. Dans certains pays, vous avez, malgré la présence du maire dans la commune, vous avez le représentant de l'État qui assure un peu le commandement dans certains pays. Mais au Bénin, le maire assure aussi bien sa fonction de maire que la fonction de commandement. D'où la conclusion que le maire, dans ce cas, est le représentant de l'État dans la commune. Et puis ça, parfois, on semble ne pas très bien le comprendre, mais il n'y a pas autre manière de le désigner. Il n'y a pas autre représentant de l'État dans la commune que le maire. Vous voyez? Et là, lorsque c'est dit comme ça, il ne saurait avoir donc vous êtes en phase avec l'État? Oui, je pense très bien que le maire, dans son rôle au Bénin, est le représentant de l'État, et du fait, il ne saurait... On devait travailler plutôt, à mon avis, en synergie. Mais est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous parlez d'une même voix? Est-ce que vous travaillez ensemble? Vous savez, tout à l'heure, on a parlé des limites du processus. Vous voyez? Il y a des limites dont nous devons parler. Vous savez, le problème, en réalité, c'est beaucoup moins... quand on dit État, c'est quoi l'État? C'est tout le monde. À mon avis, c'est le problème des cadres qui sont dans les différents ministères et qui sont très jaloux des rôles qu'ils ont joués avant 2003. Vous voyez? Les cadres aujourd'hui n'ont pas envie de se départir d'un certain nombre de prérogatives. Et du coup, la ficelle est tirée. Vous voyez? L'illustration aujourd'hui, et puis nous vivons ça avec beaucoup de joie, c'est que lorsque vous voyez les DG qui étaient dans les ministères, les députés qui étaient à l'Assemblée, les ministres qui étaient au gouvernement devenus maires, jure ciel était que s'il fallait revoir les choses et reconsidérer les choses, il y a des choses qu'il ne ferait jamais. Le DG qui est là, il est dans son rôle, et j'avoue que autant que je peux, il fait ce qu'il peut. Mais il est forcément limité. Si demain il devient maire d'une ville, je suis sûr que la propension à la défense ne serait plus la même. C'est humain. Les choses autrement. C'est humain. C'est humain. C'est humain. Oui. Je voudrais rebondir sur une chose que Franck a très bien dit. Tout à l'heure, quand il parlait des problèmes, il a parlé en réalité d'abord de la ressource humaine au niveau de nos communes. Aujourd'hui, on a l'impression que lorsqu'on parle de ressources au niveau des communes, on parle que de ressources financières. Mais non, il y a de richesses que d'hommes. Les communes aujourd'hui sont handicapées par le fait que les ressources à même de conduire le développement n'existent pas. L'administration communale est une administration du développement, c'est pas l'administration. Mais qui c'est qui fait le recrutement, finalement? Le recrutement doit être fait par le maire, mais reconnaissons qu'il y a des communes qui ne sont pas à même de le faire. Vous savez, de loin, on pense que les communes ont beaucoup de moyens. Mais je vous assure, c'est des histoires. Tout à l'heure, on a sorti un chiffre, un grand chiffre de 200 milliards de francs CFA. Mais dans le même temps, on dit, mais ça fait à peine 3% du budget général de l'État. Il y a des pays autour de nous aujourd'hui qui sont déjà à 10% de transfert. Vous voyez? 15%, ouais. Donc ça veut dire, c'est vrai, il y a des efforts qui se font. Je voudrais même insister. En 2017, par exemple, nous avons eu le FADEC assainissement au niveau du ministère du cadre de vie. Et je voudrais féliciter le ministre du cadre de vie. Ça, ce n'est pas donné. Vous voyez? Et ça a été une volonté du ministre de le faire. Et ça, c'est à saluer par les maires, à encourager, de faire en sorte que les communes, toutes les communes puissent bénéficier de ce transfert de assainissement, FADEC assainissement, qui a été une volonté de l'État, une volonté du ministère du cadre de vie. Que je salue. Donc, ce problème de recrutement existe. Et dans les rares cas où les communes parviennent à recruter, qu'est-ce qui se passe après? Lorsque vous avez un cadre que vous payez à 200 000 francs le mois, et que demain il y a un projet qui lui propose 500 000 francs, il s'en va. Il part à la seconde qui suit. Et ça fait un éternel recommencement. Vous recommencez encore, parce que vous n'avez pas les moyens de lui dire, écoute, si tu as 500 000 francs là-bas, et nous sommes en mesure de te dire, de te payer aussi cet argent-là. Donc, ces problèmes au niveau des communes sont des problèmes réels. Et l'État, dans sa volonté d'accompagner, doit penser aussi que les ressources humaines doivent être mises à disposition. Il y a des cadres, comme l'a dit Franck, qui dorment dans les ministères, mais qui pourraient être très, très utiles. Servir. Lorsque les communes ne sont pas accompagnées pour que les ressources humaines dont nous avons besoin, nous puissions les avoir, et que dans le même temps on dit on ne peut pas transférer parce qu'il n'y a pas les ressources humaines au niveau des communes, ça pose un problème. Donc réglons le problème des ressources et enfin transférons. Encore que
10 ans après, il y a des cadres dans les communes aujourd'hui qui sont très bien formés. Il y a des cadres dans les communes lorsqu'ils sont nommés. Ça n'est plus comme au départ. Pas du tout. Ils font leur... Alors, Abasolou Toumaré, qu'est-ce qui se passe finalement? Pourquoi l'État peine-t-il à transférer les compétences, les ressources comme il faut aux différentes collectivités territoriales? Non, madame, je voudrais dire que les choses ne sont pas aussi alarmantes telles que... Mais on parle quand même de 3%, alors que... Pour ce qui concerne d'abord, je voudrais mettre un point d'attention sur la question des ressources humaines. Vous voyez, nous sommes à la 3e mandature aujourd'hui. Et l'état dans lequel nous avons nos ressources humaines aujourd'hui n'est pas à comparer avec la qualité des ressources humaines que disposaient nos communes au début du processus. C'est vrai que les choses ont évolué, mais on ne saurait quand même dormir sur... les qualités. Il y a quand même une qualité appréciable. Je dis que ce n'est pas suffisant. Ça mérite encore d'attention, ça mérite d'efforts encore supplémentaires à faire. Et l'État doit mieux faire. Nous sommes inscrits dans ce registre-là. Mais aussi, n'oublions pas que le cadre qui régit le fonctionnement des communes favorise certaines choses et ne permet pas certaines choses. Vous voyez un peu? Pour la mise à disposition, par exemple, des cadres, tels qu'il a rappelé dans les ministères, il y a des cadres qui, certainement, auraient pu contribuer, vous voyez un peu, à dynamiser la qualité de la gouvernance au niveau des collectivités. Mais il y a un mécanisme, vous voyez un peu, pour détacher ces cadres-là. Si le contexte de la légalité ne permet pas de faire directement tel que lui, il le prévoit, tel qu'il envisage les choses, ou comme ça se fait dans certains pays de la sous-région, nous ne pouvons pas faire cela de cette façon-là. Et aujourd'hui, il y a un point important que je voudrais souligner là. Expérimenté par le passé où l'État a pris un certain nombre de cadres de l'administration et a envoyé la liste aux différentes communes. Deuxièmement, si l'État ne peut pas envoyer directement aux collectivités territoriales, qu'il envoie aux préfectures, parce que la préfecture aussi a un rôle qu'on a négligé pendant longtemps. La préfecture, le préfet n'est pas là pour taper sur le bec tout le temps, pour faire contrôle de légalité et autres. Le préfet, en tant que représentant de l'État, doit assumer l'appui conseil. Quand on parle d'appui conseil, on parle de ressources humaines, on parle d'expertise qu'on met à la disposition des collectivités territoriales. Et si le préfet n'a pas cette ressource humaine, moi je crois que quand je parle de l'État, pour que le grand frère Abbas soit rassuré, je parle de l'État depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui. Et je voudrais qu'on comprenne que lorsque les préfectures sont renforcées, il est prévu depuis 2003 que le budget des services déconcentrés de l'État dans le département soit géré par le préfet. Pourquoi? Parce que le préfet apparaît comme le représentant de l'État dans le département, comme un gouverneur qui doit appuyer les collectivités territoriales du département. C'est-à-dire, nous avons un mécanisme, un schéma de décentralisation très bien conçu, très bien pensé, mais au niveau de l'État, les gens sont restés un peu jaloux. Et c'est de leur prérogative, puisque les compétences, les ressources qu'on a transférées aux collectivités territoriales, c'était les ministères. Ça fait un manque à gagner quand même. Mais vous regardez le Rwanda aujourd'hui, qui est un pays ami du Bénin. Vous regardez le Rwanda, vous voyez que les ministères se sont dépouillés des compétences que les collectivités territoriales gèrent. Il y a récemment eu une mission qui est allée au Rwanda pour voir un peu comment ça se passe là-bas. Alors, chaque année, l'État envoie les ressources qui correspondent à ces compétences-là dans les collectivités territoriales. Et c'est les ministres maintenant qui surveillent. Vous voyez, les ministres disent, nous voulons des écoles de tel standing. Mais c'est vous qui exécutez. Et si vous exécutez mal, parce que vous avez signé un contrat avec le gouvernement, le président de la République, Paul Kagame lui-même signe les contrats avec chaque maire. Il fait le point
en fin d'exercice, si ce n'est pas fait comme l'État l'a défini. Vous savez, les États qui sont aujourd'hui compétitifs, ce n'est pas les États qui s'enlisent dans les compétences à la base. C'est des États qui sont dans les stratégies nationales. Est-ce que c'est parce que l'État béninois estime que nos communes ne sont pas suffisamment matures pour... Le problème chez nous, c'est que nous avons hérité d'une conception de l'administration qui vient de la France, qui fait que l'État doit être tout puissant. Mais l'État tout puissant, cette période-là est révolue. La France même se réforme aujourd'hui parce que les grands enjeux du monde se déplacent de l'État vers les collectivités territoriales. Et donc la France est en train de revoir sa décentralisation. Prenez l'Allemagne, la Suisse, tous ces pays-là résistent aux différentes crises économiques parce que ces pays sont assis sur des collectivités territoriales solides. Et Madame. Très bien, oui. Non, vous permettez, monsieur le maire. C'est pour ça que je disais que je ne veux pas parler de l'État pour que oui, allez-y très rapidement, puisque nous avons la chance d'avoir un maire sur le plateau. Il nous dira si à l'épreuve de l'exercice, c'est réel ou pas. Oui. Je voudrais juste préciser que pour la question des transferts des ressources humaines aujourd'hui, il y a la loi sur la fonction publique territoriale qui vient d'être opérationnalisée. C'est une chose importante. Et avant que je n'arrive ici, il y a le projet de décret qui doit mettre en place, instituer les organismes départementaux de gestion que je viens de finaliser. Donc c'est dire que déjà au niveau donc, du ministère de la décentralisation, le travail se fait pour que la question des ressources humaines, en tout cas, telle qu'elle constitue une priorité pour le gouvernement actuel, soit avant la fin de l'année réglée. Mais la question des ressources financières, je disais tantôt que pour transférer les ressources, il faut un mécanisme. C'est des mécanismes que les tests ont eux-mêmes prévus. Si ça doit se faire... Bon, les gouvernements qui se sont succédés par le passé, c'est une question de volonté politique. Si ça n'a pas été fait par le passé, et qu'au jour d'aujourd'hui, un nouveau gouvernement s'installe, affirme cette volonté politique, c'est ce que j'explique, avant la fin de l'année, ces outils doivent être opérationnalisés. Donc, c'est déjà des avancées, c'est déjà des points quand même qu'il faut capitaliser, qu'il faut créditer quand même de la bonne foi de ce gouvernement de faire les choses comme elles doivent se faire et permettre quand même aux collectivités territoriales. Luc Gatroko, en tant que maire, est-ce que vous avez parfois le sentiment que l'État est jaloux de ses prérogatives parce que le transfert des compétences peine à être effectif, on parle de 3%. Est-ce que vous avez ce sentiment-là, Luc Gatroko? Dites-nous la vérité, monsieur le maire. Je voudrais faire deux remarques d'abord avant de continuer. Première chose, on est en train de faire le bilan des 15 ans de décentralisation. Ce n'est pas le bilan de 2016 à maintenant. Donc le DG devrait être assuré. C'est le bilan de 2003 à 2018. Première chose. Deuxième chose, moi c'est vrai, je parle en ma qualité de maire de Boycom, mais je parle aussi en ma qualité de président de la NCB. Ça veut dire que ceux dont je parle, ce n'est forcément pas des choses qui ne sont pas dans ma commune. Puis nous avons une vue d'ensemble sur ce qui ne se passe dans les autres communes. Dans le bilan, on devrait... ressortir. On devrait faire ressortir ce qui se passe dans d'autres communes. Ceci dit, que l'État soit jaloux de ses prérogatives, je viens de le dire, c'est humain. La France a plus de 200 ans de décentralisation. Mais la France a les mêmes problèmes. C'est vrai, il y a eu une évolution, etc. Mais quand vous rencontrez les maires français, ils vous parlent de la réticence de l'État transféré. Quand bien même beaucoup de choses ont été faites. Il n'y a pas de pays aujourd'hui au monde où on ne vous dira, attention, tout marche comme sur les rails, il n'y a pas de problème. Et nous qui avons 15 ans de décentralisation, c'est tout à fait normal que nous continuions à parler de réticence. Mais je pense que le Bénin a toujours très bien fait les choses et que nous avons la possibilité d'aller de l'avant. De faire autrement. Nous avons la possibilité de corriger les choses. Tout à l'heure, j'ai mis l'accent sur le FADEC assainissement qui n'avait jamais existé. Et ça a été fait en 2017. Ça, c'est à saluer, parce que ça a été fait par le ministère du cadre de vie. Le ministère n'était en rien tenu de le faire, parce que ça ne se faisait pas par le passé. Il y a des avancées, mais dans le même temps, il y a encore des choses qui clochent. Qu'est-ce qu'on doit corriger? Il y a beaucoup de choses à corriger. Et aujourd'hui, nous y sommes d'ailleurs. Là, je reviens de l'OCOSA, parce que depuis 3 jours, on est à l'OCOSA. On va parler des priorités, justement, qu'il faut corriger essentiellement, puisqu'on ne saurait tout aborder ici. Nous y sommes parce que dans un système démocratique, tout est basé sur les tests. Le problème de la décentralisation aujourd'hui, c'est quoi? C'est procéder à la relecture des tests qui existent depuis 1990. Ils ont montré leurs limites à l'épreuve du temps. Les tests ont montré leurs
limite à l'épreuve du temps. Et ça, sans corriger les tests, sans relire les tests. Et là, nous avons fait une mission dans les 77 communes du Bénin où nous avons pu recenser les problèmes que les maires, les chefs de quartier, les secrétaires généraux ont. Nous avons fait notre atelier à Djougou il y a une semaine. On a fait le dernier atelier à Lokossa. On a fini cet après-midi. Et là, aujourd'hui, nous sommes en même avec le ministère de la décentralisation et le ministre de la Sécurité. Je salue les relations entre le ministère et l'ANCB aujourd'hui sont au beau-fils parce que nous discutons, nous parlons. Mais nous devons, main dans la main, travailler à faire en sorte que ces tests qui ont montré leurs limites puissent être revus. Sans ça, et nous resterons encore à faire du sur-place. Il faut partir des tests et dans les mois à venir, certainement, je pense que nous allons dans cette direction-là. Il faut travailler à ce que l'administration communale soit dépolitisée. C'est vrai, on ne parviendra jamais à entièrement dépolitiser l'administration, mais il y a un minimum quand la différence. Ça affaiblit aussi les communes, n'est-ce pas? Mais c'est ça le problème. On a vu notamment cette vague de destitution. Vous-même, Luc Atropo, vous avez été un tout petit peu quand même secoué par... à un moment donné, alors... Moi, comme je le dis, j'ai envie de parler de moi-même. Parce que là, moi, en rien, on est dérangé. L'essentiel, c'est que le processus en cours puisse passer. Vous savez, dans les conseils communaux... Mais comment on fait pour dépolitiser l'administration locale? Comment on fait? Ce n'est pas aussi facile que ça. Mais en tant que maire, il faut comprendre que l'approche est participative. Vous allez tenter tout le temps. Vous n'êtes pas sûr d'avoir 25 conseillers sur 25. Moi, dans mon conseil, il y a 25 conseillers. Sur les 25, j'en ai 22. D'accord. 21 conseillers, 22. Bon, ça fait la majorité écrasante. Vous savez, dans une maison, lorsque vous êtes 100, 99 ne disent rien qu'une seule personne se met à crier, tout le monde entend la seule voix. Bien sûr. Oui, c'est ça malheureusement le problème. Mais l'essentiel pour nous aujourd'hui, ce n'est pas ça. Les conseils communaux doivent travailler à comprendre l'esprit du législateur. Si le pouvoir est ramené à la base, c'est pour qu'on pense uniquement développement. Et le vœu du maire, la volonté du maire doit être de travailler tous les jours pour que ceux qui n'ont pas compris aujourd'hui puissent comprendre demain. Puissent comprendre que quand il s'agit du développement, on peut s'oublier un peu. Comme l'a dit Franck, on peut oublier les élections qui sont passées. Et nous, maires, nous devons travailler à cela. Quand vous avez 22, il faut penser à 24, 25, parce que ensemble, vous parlerez du développement. D'accord. Si vous le voulez aujourd'hui, j'en aurais fini, vous le voulez aujourd'hui. Mais nous avons des communes aujourd'hui où tout est à l'arrêt. Vous savez, vous ne pouvez pas savoir ce que crée l'instabilité au niveau de nos conseils communaux. Mais l'instabilité n'a jamais été gage de développement. Est-ce que c'est l'irruption du politique? Il y a des hommes politiques derrière, comme on dit, des mains invisibles, qui tentent de déstabiliser, de fragiliser les communes. Franck Kilivor? Oui, c'est-à-dire, si on ouvre ce débat, on ne va pas finir. Mais c'est une brèche, c'est quand même important. Mais je sais que l'instabilité, ça peut venir des conseillers, ça peut venir des leaders politiques de la commune. Récemment, on a vu un député conduit de main de maître la destitution d'un maire. On a vu un ministre d'État dans une autre commune chercher à sauver un maire de la destitution. Donc, les leaders politiques des communes peuvent être derrière ces vents d'instabilisation. Il y a aussi le maire qui peut être source d'instabilité pour lui-même parce qu'il gère mal, parce qu'il gère seul, parce qu'il n'associe pas les uns et les autres. Il y a aussi que les gens ne maîtrisent pas réellement les tests. Le conseiller qui n'a aucune responsabilité ne peut pas en vouloir au maire qui a un véhicule, un bureau et une résidence. Il a beau dire, nous sommes élus sur la même liste, mais l'autre est maire et lui, il est simple conseiller. Il n'est même pas président d'une commission. Il n'est même pas... Parce que la décentralisation, c'est ça. Lorsque vous n'êtes pas maire, vous n'êtes pas adjoint au maire, vous n'êtes pas chef d'arrondissement, et que vous n'êtes pas à la tête d'une commission. Donc, vous venez uniquement pour les sessions. Mais on voit ces gens de conseillers qui déambulent dans l'administration et qui réclament des choses auxquelles ils n'ont pas droit. Donc, ça me permet de finir ma liste parce que je disais qu'il y a des choses à améliorer au niveau des maires et des élus parce que le maire doit installer. La décentralisation, c'est le
développement local et la démocratie à la base. Donc, quels sont les efforts accomplis par les différents maires pour installer une démocratie dans nos communes? Parce que l'objectif, c'est que l'apprentissage de la démocratie commence dans les quartiers, dans les villages, dans les arrondissements, de sorte que celui qui s'exerce à la chose publique le fasse dans un environnement plus ou moins sain, avec des gens qu'il connaît, qu'ils grandissent et qu'arrivé au niveau national, qu'on ait des ministres qui ont la culture de la démocratie, qu'on ait des ministres qui connaissent et respectent la chose publique, etc. Donc, il y a ce défi au niveau des collectivités territoriales. Il y a le défi économique. Lorsque vous passez votre temps à réaliser des infrastructures sociaux et communautaires, lorsque vous n'investissez pas dans l'économie locale, vous serez toujours tributaire de ce que l'État envoie et de ce que les partenaires donnent. Donc, pendant les 15 ans, nous avons pensé aux compétences, nous avons pensé à faire fonctionner les organes de la commune. Alors, mais maintenant, l'heure est au développement économique des collectivités territoriales, parce que s'il n'y a pas un développement économique, on ne peut pas rester dans la vision de satisfaire les préoccupations de la population. Et pour qu'il y ait ce développement économique, on l'a dit, les axes à améliorer, puisque nous n'avons plus beaucoup de temps, et vous conviendrez avec moi qu'en 52 minutes, malheureusement, on ne saurait aborder tous les aspects de... on ne saurait aborder tous les aspects de la question. Avec la compréhension des responsables de l'OETB, qu'on puisse faire une deuxième partie de l'émission pour qu'on puisse voir. Vous savez, vous-même, en tant que citoyenne, vous avez des rôles et des responsabilités dans la décentralisation. Les gens n'assument pas leur rôle, mais ils réclament des droits. Il y a au niveau arrondissement, il y a au niveau du conseil de village, il y a beaucoup de choses que nous devons expliquer, que nous devons très rapidement, revisiter. 3 axes prioritaires à améliorer pour une bonne gouvernance à la base. Oui, je dis premièrement, il faut qu'on puisse arriver à expliquer aux uns et aux autres leur rôle, leur responsabilité dans la décentralisation. Deuxièmement, il faut aujourd'hui travailler au développement économique de nos communes, et ça passe par la valorisation des potentialités locales, des mesures pour que le secteur privé soit d'abord associé aux planifications du développement local, que le secteur privé soit associé dans des partenariats publics-privés pour valoriser l'économie locale. Il faut également que les partenaires puissent maintenant s'intéresser. Ils ont investi dans les autres secteurs sans le développement économique. Alors, Luc, à propos, que faut-il améliorer? Oui, je pense que... Très rapidement. Il y a beaucoup de choses à faire. Il faut que les communes de plus en plus deviennent économiquement indépendantes. Vous savez, les ressources aujourd'hui, c'est quoi? C'est les ressources propres des communes. C'est l'État central qui intervient sur les partenaires au développement. Mais il faut faire en sorte que, au fil des ans, que les ressources propres des communes puissent nous aider au réel développement. N'est-ce pas au maire d'aller à la quête de ces ressources, peut-être, en nouant des partenariats avec des hommes d'affaires, des opérateurs économiques? Oui, c'est clair, c'est ce dont on parle. C'est établi aujourd'hui. Qu'à penser que l'État ferait tout à la place des collectivités territoriales, ça ne marchera pas. C'est établi aujourd'hui qu'à penser que la coopération décentralisée réglerait tous les problèmes, ça ne marchera pas. Il faut développer des stratégies aujourd'hui au niveau des communes qui puissent faire en sorte que l'économie locale puisse être fiable. Et ça, je pense que ça fait partie des limites du processus aujourd'hui. Ça ne se fait pas encore assez. Encore faudrait-il que, dans ce cas aussi, l'État accompagne. Vous savez, aujourd'hui, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire sans la garantie de l'État. Vous voyez? Les emprunts, par exemple. Mais on vous dit forcément que la commune n'est pas assez fiable. Il faut que la caution de l'État. Mais je ne sais pas si ça puisse déjà se faire une fois depuis qu'on a commencé, depuis 2003. Il y a des communes qui ont traversé toutes les étapes finalement, mais qui ont été bloquées parce que la garantie... Il y a le cas de la commune de Parakou. De Parakou, la garantie souveraine de l'État n'a pas été donnée. Et ça aussi, je pense que dans ce domaine, si l'État souhaite que l'économie locale soit fiable, il y a des risques que l'État doit prendre. Si l'État prend ces risques pour lui-même État,
il devait comprendre que le démembrement de l'État qu'est la commune devait bénéficier aussi de ces avantages. Et à ce niveau-là, il a un travail à faire. Donc il faut faciliter l'accès au marché de l'emprunt avec la mise en place du fonds de garantie alimenté par les ressources de l'État. Et sans ça, ça posera un problème. Tout à l'heure, on a dit, en parlant du FADEC, on a dit il faut qu'un effort se fasse. On est à 3% aujourd'hui. Il faut que lorsque nous sortons du Bénin, que nous allons aux différentes réunions, que nous puissions prendre la parole pour dire désormais le Bénin à 10%. Il y va aussi de la notoriété de notre pays. Est-ce que ce n'est pas aussi parce que les fonds mis à disposition sont souvent mal gérés? On a vu, notamment au niveau du fonds FADEC, on a parlé de mauvaise gestion. Là, notre approche est simple. D'accord. Transférer et contrôler. Transférer et surveiller. Aujourd'hui, les communes reçoivent des audits tous les jours que Dieu fait. Aucun maire aujourd'hui ne peut refuser qu'on le contrôle. Lorsque vous bénéficiez d'un franc public, vous devez savoir qu'à tout moment, on vous contrôle. Oui. Et ça, on est ouvert à cela. Nous ne pourrons pas prôner la malgouvernance au niveau de nos communes. Et l'ANCB est clair là-dessus. Les maires doivent jouer leur partition, doivent être assez responsables. Je pense qu'ils font beaucoup d'efforts contrairement à ce qu'on pense, mais il y a encore des pas à franchir. Et nous sommes tout à fait d'accord pour le faire, mais nous souhaitons que les différents acteurs, aussi bien l'État, et comme l'a dit Franck, que le citoyen à la base, que tous nous jouons nos partitions afin que, comme nous l'avons souhaité, parce qu'il y a 5 ans, lorsqu'on faisait le bilan des 10 ans, on a dit qu'il faut que la deuxième décennie soit une décennie de la maturité. D'accord. Alors, Abbas, au Louch-Soubaré, il y a des axes à améliorer, il y a plein de choses à améliorer pour rendre notre décentralisation un peu plus dynamique. Franck Kinivo, monsieur le maire ont partagé quelques axes avec nous. Y a-t-il autre chose qui soit important pour vous? Je pense que là, ils ont abordé les axes majeurs qu'il faut revisiter. Et déjà, le ministère s'est engagé déjà dans ce processus. Le premier axe déjà, c'est revoir vraiment le dispositif juridique et réglementaire, puisque nous avons tous conscience que ce dispositif connaît des limites, donc il faut l'améliorer. Là, nous avons engagé déjà un processus de relecture des tests de décentralisation. Deuxièmement, le maillon faible aujourd'hui des communes, c'est relevé, c'est la question vraiment de l'économie locale. Il y a une stratégie de promotion de l'économie locale que le gouvernement et que le ministère en ce moment est en train d'élaborer. Le document va être très prochainement mis à la disposition donc, des élus. Ils vont être formés, ça va être vulgarisé, ils vont être associés, en tout cas de manière participative, comme nous en avons l'habitude, pour que l'économie locale permette quand même au niveau des communes de favoriser la construction de nos espaces communaux. L'autre élément aussi, c'est la question de la gouvernance, la qualité de la gouvernance. Vous voyez un peu, pour encourager celui qui donne, lorsque vous recevez le peu que vous recevez, il faut bien gérer. Donc il faut que les communes aussi puissent donner cette assurance à l'État pour que la question des transferts qu'il ne cesse d'aller. D'accord, voilà. Les assurances sont dans les lois. C'est déjà la fin de cette émission. Oui, malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de temps. On est tous d'accord que la décentralisation, c'est une chance pour le Bénin. Et on est tombé également d'accord sur le fait que globalement le bilan il est positif, même s'il y a des choses qui restent, voilà, des choses à revoir. Un dernier tour de table très rapidement, Franck Kinivo, avant de clôturer cette émission, très rapidement, en quelques mots. Moi, je souhaite qu'on puisse vraiment mettre l'accent lorsqu'on va relire les tests, qu'on puisse mettre l'accent sur les enjeux de la décentralisation, c'est-à-dire la démocratie à la base. Comment cette démocratie-là est promue au niveau des communes. Deuxièmement, le développement à la base. Ça suppose une économie locale. Comment c'est mené et qu'on puisse indiquer clairement quel est le rôle de chaque acteur, de sorte que si un acteur ne joue pas son rôle, il peut s'attendre à des sanctions prévues déjà par les textes de loi. Et de cette manière-là, nous irons très loin. D'accord. Alors, monsieur le maire, Lucas Tropo. Merci. Malheureusement, nous n'avons pas pu aborder les questions de fond, mais je comprends le temps qui nous est imparti à passer. Je souhaite que, dans une certaine synergie, nous puissions travailler. Quand je dis nous, je parle des acteurs. Vous savez, les gouvernements passés ont fait ce qu'ils ont pu. Et il vaut mieux que notre véhicule soit sans rétroviseur. Regardons devant. Et avec le gouvernement actuel, et comme déjà nous avons commencé par le dialogue, par la discussion avec le ministère de la décentralisation, que nous puissions
continuer, que nous puissions avancer pour que dans les années à venir, nous puissions nous targuer d'avoir fait l'essentiel. Je pense que l'espoir est permis et je souhaite que le processus de relecture de la décentralisation, des tests de la décentralisation se fasse avec les acteurs. Il faut que le processus soit participatif. Le processus doit être inclusif et participatif. C'est-à-dire ça va être les élus qui ont vécu un certain nombre de choses. Jusqu'au chef quartier, le chef quartier peut dire, mais à l'aune de mon expérience, les tests dont nous parlons peuvent être vus de tel. Abbas Olutumare. Oui, madame, je voudrais simplement rassurer les uns et les autres et tous les concitoyens qui nous suivent, acteurs locaux ou non, de ce que le processus de décentralisation engagé a de beaux jours devant lui. Le gouvernement, le ministère de la décentralisation... Vous rassurez également que le gouvernement n'est pas de mauvaise foi, pas du tout. Le gouvernement n'est pas du tout de mauvaise foi. En tant que directeur général des collectivités locales, je suis en droit d'exprimer quand même cela et dire que la question, les défis qui sont les nôtres, c'est la participation citoyenne, comme nous l'avons si bien évoqué ici. La prochaine mission que nous avons, c'est de faire en sorte que la décentralisation soit une réalité à la base, que les unités administratives vivent réellement la décentralisation, puisque c'est là même le niveau d'apprentissage de la décentralisation. C'est en réussissant à ce niveau-là la démocratie que le citoyen pourra l'exercer avec assurance au niveau national. Je voudrais rassurer le président de la NICB de ce que tout le processus est engagé, aussi bien la relecture de la PONADEC, la relecture des tests de loi de décentralisation se fera de manière participative. Et d'ailleurs, ça a été enclenché. Très bien. Tous les élus ont été associés dans les phasages, les phasages préparatoires. Et dès que tout sera mis en place, dès que le gouvernement aura mis en place les experts qui feront le travail, le dialogue va également s'engager et se poursuivre jusqu'à ce que nous ayons les tests quand même qui soient à la portée de tous à la mesure donc, de notre espérance. Voilà. On y reviendra certainement. On aura d'autres creusets pour parler de questions plus pertinentes. Je vous remercie d'être passé sur ce plateau. La décentralisation, on ne cessera jamais de le répéter. C'est une chance pour le Bénin. Vous avez suivi les uns et les autres sur ce plateau. À vous de tirer votre conclusion. Merci de nous avoir suivis et bonsoir chez vous.